Tout commence le 16 novembre 1957, lorsque Bernice Worden, propriétaire d'un magasin de la ville de Plainfield, disparaît du jour au lendemain. Interrogé par la police, le fils de Bernice parle d'un client habituel qui était justement venu la veille pour vérifier le prix de l'antigel. Il s'agit d'Ed Gein, un voisin étrange et solitaire. Les autorités se rendent alors chez lui. Lorsqu'ils arrivent dans sa ferme délabrée, les policiers n'en reviennent pas. Les pièces de sa maison étaient remplies d'objets choquants. Parmi les découvertes les plus troublantes figuraient des bocaux remplis de morceaux humains, des abat-jours réalisés avec de la peau humaine et des os en guise de déco. Mais ce n'est pas tout. Dans le hangar, il tombe sur le corps de Bernice Worden, pendu par les pieds, décapité et étripé. Ed Gein est naturellement arrêté le soir même. Celui que l'on surnomme maintenant le boucher de Plainfield va inspirer de nombreux auteurs, notamment Robert Bloch pour son roman intitulé Psychose, publié en 1959, qui connaîtra une adaptation cinématographique seulement un an plus tard. Mais il faudra encore attendre quelques années pour qu'un jeune cinéaste au nom de Tobe Hooper ait l'idée de lui aussi s'inspirer de cette affaire qui a défrayé la chronique. D'ailleurs, cette idée de mettre en scène un film effrayant lui est venue par hasard. Un ami m'a conseillé d'aller voir un film au ciné-club de la fac. Alors je suis allé le voir. C'était une copie en noir et blanc de La Nuit des Morts Vivants. Et j'ai observé les spectateurs et ils déliraient. Alors je me suis dit, voilà ce qu'il faut faire. C'est comme ça que m'est venue l'idée de Massacre à la tronçonneuse. Né le 25 janvier 1943 à Austin, au Texas, Tobe Hooper a toujours été attiré par le cinéma. Fils de propriétaire de cinéma, il a grandi en regardant des films dès son plus jeune âge, développant une passion pour le 7e art. Très tôt, il commence à expérimenter avec la caméra de son père et réalise des courts-métrages amateurs durant son adolescence. Il étudie ensuite à l'université du Texas où il se spécialise dans la production de films et en psychologie. Il se plonge dans la réalisation et le montage de documentaires et films publicitaires dans les années 60, mais sans succès commercial notable à cette époque. L'un de ses premiers projets, un documentaire intitulé Les Braqueurs, devait être sa porte d'entrée dans l'industrie, mais le film ne fut jamais distribué. Durant cette période, Hooper était profondément influencé par le cinéma européen et s'intéresse aux récits psychologiquement oppressants, ce qui va progressivement forger son style unique. En 1969, il réalise son premier long métrage, Eggshell, un film expérimental aux accents psychédéliques. Bien que ce long métrage ait reçu des éloges pour son approche avant-gardiste, il n'a jamais trouvé un large public. Mais Eggshells lui a permis d'expérimenter les techniques narratives et visuelles qui allaient façonner son style distinctif dans ses œuvres futures. C'est cette période d'exploration, alliée à son intérêt pour les récits horrifiques, qui va poser les bases de son projet suivant. Avec son ami Kim Henkel, Hooper se lance dans l'écriture de ce nouveau projet où il imagine 5 jeunes étudiants perdus au Texas tombant sur la maison d'Ed Gein. Y'a quelqu'un ? Mais le réalisateur veut proposer quelque chose de nouveau. Il se souvient alors de ce vieux film produit par Universal en 1932, Une soirée étrange, qui raconte comment 3 voyageurs égarés lors d'une tempête vont trouver refuge dans la demeure d'une famille spéciale. C'est décidé. À partir de là, les 5 amis ne vont pas devenir la proie d'un seul psychopathe, mais bel et bien de toute une famille cannibale. Un jour, toute l'histoire a pris forme. Tout est devenu limpide et en 30 secondes, je tenais mon histoire. Un Noël, je faisais la queue dans un grand magasin. Il y avait un monde fou déjà à l'époque. Et je me disais, bon Dieu, comment sortir d'ici ? Tout en me disant cela, je regardais une série de tronçonneuses exposées. J'y ai pensé, voilà peut-être la solution. Si je démarrais un de ces engins, tout le monde me laisserait sortir. Cependant, le metteur en scène se confronte à un premier problème. Comment proposer un film d'horreur trash alors que le système de notation de la MPAA a été durci ? En effet, l'interdiction au moins de 16 ans est passée à 17 et une nouvelle note fait son apparition. La note X pour nudité et extrême violence. Clairement, si le long métrage obtient cette note, il ne sera diffusé que dans très peu de salles. Les scénaristes vont devoir redoubler d'efforts pour éviter la censure tout en proposant des séquences choquantes et impactantes. Mon co-scénariste et moi connaissions des gens aux troubles comportementaux. On a écrit ces scènes. Quand elles fonctionnaient, et on savait qu'elles fonctionneraient, on éclatait de rire devant la feuille de papier. On savait qu'on n'était pas loin de la réalité. Je n'ai pas vraiment étudié ça à fond, mais je ne voulais pas d'une caricature de la folie. Je voulais éviter les stéréotypes de la folie où tout le monde est méchant ou grotesque. Je voulais juste montrer un clash entre personnages, une montée crescendo. Je ne voulais pas beaucoup de sang. On dit souvent que le film est très sanglant, mais c'est faux. On peut voir une coupure à un doigt,
à une jambe de Leatherface et à la main du frère. Mais par exemple, quand Pam est suspendue au crochet à viande, vous croyez tout voir à cause de la façon dont c'est filmé. Tout d'abord surnommé Head Cheese puis Leatherface, cette première ébauche est envoyée à la commission des films du Texas dirigée par Warren Scarren. L'ami de Hooper, Bill Parsley, investit 60 000 $ dans la production via sa société MAB. En retour, son entreprise possède 50% du film et ses bénéfices. Donc, Hooper et Henkel forment Vortex pour acquérir l'autre moitié. De leur côté, l'avocat Robert Kuhn ajoute 9 000 $, la sœur de Kim Henkel en met 1000 et le trafiquant de drogue Richard Saenz en donne 10 000 avant d'être recherché quelques mois plus tard par la police. Qui dit petit budget, dit acteur totalement inconnu. De nombreux membres de la distribution sont en fait des Texans qui avaient soit déjà joué dans des publicités ou dans des émissions de télévision, soit c'était des artistes que Hooper connaissait personnellement. Le rôle principal de Sally a été confié à Marilyn Burns, Terry McMinn est prise pour le rôle de Pam, et l'acteur d'1,95 m Gunnar Hansen a été sélectionné pour le rôle de Leatherface. Le comédien a pu développer le personnage avec l'accord de Tobe Hooper. Après de nombreux échanges, ils se mettent d'accord sur la personnalité du tueur à la tronçonneuse. Ça sera un handicapé mental qui aura du mal à s'exprimer. Gunnar décide donc de visiter une école pour handicapés mentaux pour analyser le comportement des élèves afin de ne pas apporter une performance trop caricaturale. Ensuite, ils ont vu ensemble les diverses tenues qu'il pourrait porter. En tout, il enfilera 3 masques. Le masque pour tuer, le masque de la vieille dame et le masque de la jolie femme. L'idée est qu'il n'y ait pas de personnalité sous le masque. Quand Toby et Kim ont créé le personnage, ils ont dit qu'il devait porter des masques pour s'exprimer car lui-même ne pouvait pas le faire. Le fait qu'il n'y ait rien sous le masque, c'est ce qui le rend si effrayant. Le masque détermine réellement la personne qu'il veut être ce jour-là. Ainsi, lorsque Drayton rentre à la maison avec Sally, Leatherface porte le Old Lady Mask, avec un tablier et une cuillère en bois. Il veut donc être la domestique, utile dans la cuisine. Au dîner, il porte un visage différent, la Pretty Woman, qui est maquillée. Cette tenue se compose d'une perruque et d'un costume noir, et le Killing Mask est le masque fait de peau qu'il porte pour chasser et tuer ses victimes. Le tournage s'est principalement déroulé durant l'été 1973 dans une ferme située sur Quick Hill Road, près de Round Rock, au Texas. Le petit budget oblige l'équipe à filmer 7 jours sur 7, jusqu'à 16 heures par jour, dans des conditions pour le moins compliquées. D'après le casting, l'environnement était humide, avec des températures qui frôlaient très souvent les 45 degrés. Il faisait plus de 40 degrés tous les jours pendant le tournage. Ils ne lavaient pas mon costume parce qu'ils avaient peur que le linge change de couleur. Ils n'avaient pas assez d'argent pour un deuxième costume. J'ai donc porté ce déguisement 12 à 16 heures par jour. 7 jours sur 7 pendant 1 mois. Comme je l'ai dit juste avant, la majeure partie du tournage a eu lieu dans une ferme qui était remplie de meubles construits à partir d'os d'animaux et d'un matériau en latex utilisé comme rembourrage pour donner l'apparence d'une peau humaine. Le directeur artistique Robert Hay Burns a réussi à récupérer plus de 250 kg d'os et de cadavres d'animaux qui allaient être jetés par les vétérinaires et les éleveurs du coin. Il a même fait venir d'Inde un véritable squelette humain. Pour créer cette atmosphère oppressante, Burns ne s'est pas demandé comment faire pour effrayer le public. Il s'est surtout imprégné du script pour essayer de comprendre le quotidien de cette famille de tarés. La maison n'était évidemment pas climatisée et il y avait peu de ventilation. Les techniciens ont recouvert les murs de sang d'animaux. Et comme si ça ne suffisait pas, Burns a fait le tour de la campagne et a recueilli des restes d'animaux à divers stades de décomposition avec lesquels il a couvert le sol de la maison. En parlant d'animaux, le long métrage devait s'ouvrir sur le corps d'un chien mort séchant sous un soleil brûlant, avec une mouche se posant sur son œil. Jugé trop glauque, l'idée est finalement abandonnée. Mais bizarrement, les techniciens vont vite changer d'avis lorsqu'ils vont tomber sur le cadavre d'un cheval au bord de la route. En voyant cette dépouille qui est en train de se faire grignoter petit à petit par tous ces insectes, les membres de l'équipe pensent tout de suite à la séquence d'ouverture qui pourrait être marquante avec ce genre de spectacle dégoûtant. Mais personne n'ose le toucher. C'est donc finalement un tatou trouvé pas loin des lieux qui fera son apparition dans le film et la séquence d'ouverture sera modifiée. En ce qui concerne les scènes de mort, Tobe Hooper tente de proposer des séquences réalistes. C'est dur de tuer quelqu'un, plus que ce que les films nous laisseraient croire. J'ai voulu filmer ça comme un documentaire. Que pourrait-il se passer si ce marteau heurtait la tête de quelqu'un? Des petits morceaux de boîte crânienne pénétreraient le cerveau et ça pourrait facilement entraîner une réaction nerveuse involontaire. Et je crois que le public n'avait jamais vu ça. Mais s'il y a bien une séquence que les membres de l'équipe ne sont pas prêts d'oublier, c'est bien celle du dîner. Pendant des heures et des heures, Marilyn Burns est attachée à une chaise et hurle tout autant que ses collègues qui empestent la sueur. Une chaleur écrasante s'abat sur le plateau, ce qui fait pourrir les bouts de volaille et autres animaux morts posés en guise de décor. Au fil des prises, les comédiens deviennent de plus en plus fous.
Agacé par un effet qui ne fonctionne pas à cause d'un tuyau bouché, Gunnar Hansen entaille réellement le doigt de l'actrice. De plus, John Degan, l'homme qui se retrouve sous le masque du grand-père, tape sans le vouloir la tête de la comédienne avec le faux marteau. On a tourné la dernière scène, la scène du dîner, en 27 heures sans s'arrêter, parce que le contrat d'un des acteurs syndiqués se terminait ce jour-là. En plus, il nous restait plus qu'un seul masque pour le grand-père, donc on a tourné 27 heures. Avec les éclairages, il faisait chaud, et certains accessoires qui étaient en fait des bouts de poulet morts se sont mis à cuire. Un membre de l'équipe a voulu se débarrasser des carcasses d'autres animaux morts qu'on avait ramenés dans la maison en versant de l'essence dessus et en y mettant le feu. Pendant que tout ça brûlait, le vent s'est levé, envoyant la fumée dans la maison où nous tournions. Ça nous a tous rendus malades. On a appelé un docteur qui a amené un truc contre le mal de mer parce qu'on dégueulait tous. Entre les scènes, on courait vomir par les fenêtres. Le tournage avait été très difficile, très tendu. Tout le monde se détestait. Même entre les prises, Hansen n'avait pas le droit d'enlever son masque et n'avait même pas le droit de parler avec le reste de l'équipe. Ça, combiné avec l'odeur, les hurlements, la sueur et la chaleur, l'acteur craque et se transforme durant une petite seconde en Leatherface. Toby Hooper annonce que pour cette scène, il a besoin d'au moins 10 prises parfaites. De la pure folie. Cette dernière journée a été un véritable cauchemar pour tout le monde. Durant la post-production, le metteur en scène réalise la musique lui-même alors qu'il n'y connaît absolument rien. Avec l'aide du compositeur Wayne Bell, il tente plusieurs choses en frottant des os entre eux ou en écrasant des légumes. Malheureusement, il va manquer d'argent pour achever le montage. 6 autres investisseurs vont participer au projet. Finalement, impossible de savoir combien a réellement coûté Massacre à la tronçonneuse. Suivant les sites, le chiffre varie entre 80 000 et 300 000 $. Bref, le montage est enfin bouclé et le film commence avec un texte qui nous met tout de suite dans le bain en nous faisant croire que c'est une histoire vraie. Le film que vous allez voir relate la tragédie que vécurent un groupe de 5 jeunes gens. Pour eux, une balade par un idyllique après-midi d'été devint un cauchemar. J'avais vu un très mauvais film qui parlait d'un monstre dans le bayou, un truc du genre. Et selon les affiches de mon cinéma de quartier, ce film racontait une histoire vraie, comme s'il s'agissait des infos. Il y avait cette citation. Tout est véridique. Et ce mot, véridique, a provoqué de très longues files d'attente. Ce cinéma de 1200 places a affiché complet pendant très longtemps. Je me suis dit que mon film arrivait à une époque où on nous cachait la vérité. Mon histoire était plus ou moins vraie. En tout cas, c'était vrai dans ma tête. Comme ce premier montage ne montre pratiquement pas de sang, Hooper s'attendait à recevoir de la part de la MPAA une interdiction au moins de 13 ans, mais est finalement classé X. Il a dû couper plusieurs minutes pour obtenir une interdiction au moins de 17 ans. Il faut maintenant trouver un distributeur. Sans grande surprise, les grands studios comme la 20th Century Fox, la Warner ou encore Universal refusent. Une seule société dira oui, la Bryanston Pictures, connue principalement pour avoir distribué des films érotiques comme L'étalon italien avec Sylvester Stallone. Un accord est trouvé pour 225 000 $. Massacre à la tronçonneuse est distribué le 11 octobre 1974 et le marketing qui joue sur une histoire vraie porte ses fruits. Le long métrage rapporte plus de 30 millions de $ et devient dans certains pays un enjeu politique. Il va évidemment connaître la censure comme en France, où il a été brièvement diffusé en 1974 pour au bout du compte être interdit l'année suivante. Il reviendra en 1977 avec la classification X et ensuite aura le droit à une interdiction au moins de 18 ans en 1981. Mais ce n'est pas pire que la Grande-Bretagne qui a attendu 25 ans avant de le diffuser dans les salles obscures. Outre ses qualités évidentes de mise en scène, Massacre à la tronçonneuse regorge aussi de scènes anthologiques, que l'on pourrait à loisir décortiquer tant elles sont nombreuses et surtout tant elles marquent par leur implacable effet de terreur. La première apparition de Leatherface, bien entendu, entrouvrant la porte avant d'asséner un coup de marteau fatal. La scène serait banale s'il n'y avait pas l'apport d'une bande-son terrorisante qui immortalise cette première apparition. D'une maniaquerie et d'un perfectionnisme rare, Massacre à la tronçonneuse représente une date, l'archétype du film inoubliable qui saisit toujours autant malgré les visionnages à répétition. Une œuvre dure et brutale qui traverse les décennies sans perdre de sa force. Un cauchemar éveillé qui surprend toujours par son étonnante virtuosité. Et c'est vrai, même 50 ans plus tard, Massacre à la tronçonneuse reste un choc. L'une des forces les plus frappantes de ce long métrage est sa capacité à créer une atmosphère oppressante dès les premières minutes. Le choix de situer l'intrigue au cœur d'une ferme isolée au Texas renforce immédiatement le sentiment d'isolement et d'abandon, créant ainsi un terrain fertile pour l'horreur à venir. Toby Hooper maîtrise clairement l'art de la tension, en utilisant des angles de caméra inquiétants et des sons stridents. Et contrairement à ce que l'on peut croire à cause du titre, il y a très peu de sang à l'écran. Le réalisateur a privilégié la suggestion, laissant ainsi l'horreur se développer dans l'esprit de chacun. Cette subtilité est la véritable réussite du film, prouvant que l'horreur peut être efficace sans avoir besoin d'effets spectaculaires.
je ressens les mêmes émotions à chaque visionnage. Du dégoût, de la peur et même un peu de colère. Et c'est pour cela que je n'ai jamais vraiment apprécié le film. Il me rend vraiment mal. Mais c'est une bonne nouvelle, ça veut tout simplement dire que Tobe Hooper a réussi son coup. Et même si je n'arrive pas à aimer cette œuvre, je reconnais avec plaisir toutes ses qualités. C'est juste que je n'aime pas ressentir ce genre d'émotion devant un film d'horreur. Ce n'est pas ce que je recherche. En conclusion, Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper est en toute objectivité un chef-d'œuvre du cinéma d'horreur à ne surtout pas montrer aux âmes sensibles. En revanche, si vous aimez les atmosphères oppressantes et les longues séquences angoissantes, alors ce classique est fait pour vous. Bon, ça c'était pour le premier Massacre à la tronçonneuse. Maintenant, parlons de ses suites. Après ce beau succès, tout semble prometteur lorsque Tobe Hooper signe un contrat avec Menahem Golan et Yoram Globus de la société Cannon pour 3 films. Enthousiasmé par la science-fiction après sa collaboration avec Steven Spielberg sur Poltergeist, Hooper se lance dans ce nouveau genre. Mais le projet commence mal avec Life Force, un film basé sur un roman de Colin Wilson. En gros, il rencontre pas mal de problèmes de production, avec un budget exorbitant, des interruptions de tournage et un mauvais retour au box-office. Life Force. In the blink of an eye, the terror begins. Le deuxième film, L'invasion vient de Mars, est également un échec. N'ayant plus confiance en Hooper, les producteurs n'ont pas d'autre choix que de lui imposer la réalisation d'une suite à Massacre à la tronçonneuse pour être sûr d'obtenir au moins un succès. 13 years ago, audiences across America were horrified by the brutality of a faceless killer. Now, after more than a decade of silence, he has come out of hiding. Texas Chainsaw Massacre Part 2. Malgré son désir d'explorer de nouvelles directions, le metteur en scène est obligé de se soumettre à cette offre et se met à bosser sur ce deuxième volet. Il propose d'abord d'élargir l'histoire à une ville entière de cannibales, mais cette idée est rejetée. Donc, avec l'aide du scénariste Kit Carson, il conçoit une intrigue qui se déroule plus de 10 ans après les événements du premier opus. Cette fois-ci, l'histoire suit une animatrice de radio qui, après avoir diffusé par accident un enregistrement audio d'un double meurtre perpétré par la famille de cannibales, devient leur prochaine cible. Faire une suite, ok, mais pas question de refaire exactement le même film. Le metteur en scène veut cette fois-ci proposer une comédie noire, et l'affiche le prouvera en parodiant Breakfast Club. Leatherface va même tomber amoureux dans cet opus. Les producteurs imposent un planning très serré et réduisent drastiquement le budget et le script pour respecter les délais, compromettant ainsi le projet. Jim Sido reprend son rôle, mais Gunnar Hansen, l'interprète original de Leatherface, est remplacé par Bill Johnson, après des négociations salariales infructueuses. Caroline Williams est engagée pour jouer l'animatrice de radio, tandis que Dennis Hopper, au départ sceptique, prend le rôle du lieutenant. Selon les membres de l'équipe, le tournage est décrit comme l'une des expériences les plus chaotiques de leur carrière. Sous pression constante pour respecter un calendrier irréaliste, Tobe Hooper refuse malgré tout de modifier ses méthodes de travail. Cette situation engendre une atmosphère de stress intense avec des décisions improvisées et des conditions de travail dangereuses, mettant en péril la sécurité de tout le monde. En difficulté financière depuis pas mal de temps, la société Cannon cherche désespérément un succès pour éviter la faillite. Pour être sûr d'être rentable, la société va finalement réduire le budget de 7 à 5 millions de dollars et retire 2 semaines de tournage. Après de longues négociations, Hooper et Kit Carson récupèrent le temps de tournage initial, mais sous une pression immense. Le tournage se déroule dans des lieux abandonnés au Texas, incluant un parc d'attractions désert et le sous-sol d'un ancien journal transformé en décor pour la famille de Leatherface. L'équipe utilise des objets récupérés dans des décharges et des ossements humains pour créer des décors visuellement riches et sinistres. Les conditions de tournage sont épouvantables. Le sous-sol devient rapidement insalubre. La chaleur frôle les 50 degrés. Les évanouissements sont fréquents et malgré l'ajout d'une machine à air conditionné, cela reste irrespirable. Une épidémie de pneumonie touche l'équipe, y compris Tobe Hooper. Bien que la situation sanitaire s'améliore après un nettoyage, l'équipe est épuisée. La deadline du 4 juillet est finalement respectée grâce à un marathon de tournage de 26 heures. Le réalisateur, déçu par le résultat final, voit son montage largement modifié par la société, avec une orientation plus proche du slasher que de la satire comme c'était prévu.
The horror of the Texas Chainsaw Massacre will be back on the big screen soon. Leatherface is back, and like a true man of the 80s, he's chasing yuppies and catching them. Massacre à la tronçonneuse 2 sort aux États-Unis le 22 août 1986 et rapporte un total de 8 millions de dollars au box-office national. Le long métrage reçoit un accueil mitigé de la part des critiques et du public, en grande partie à cause de son côté comédie gore, contrastant avec le premier film qui misait plutôt sur une violence minimaliste. Cet échec ne va pas empêcher la production d'un troisième opus. Mais avant ça, revenons en 1984 lorsque Les Griffes de la Nuit de Wes Craven devient un énorme succès pour la New Line Cinema, une société indépendante fondée par Bob Shaye. The kids of Elm Street don't know it yet, but something is coming to get them. Nightmare on Elm Street. Wes Craven's Nightmare on Elm Street, rated R. Alors que les slashers commençaient à mourir à petit feu, cette proposition à petit budget relance le genre au milieu des années 80. Freddy Krueger fait son retour avec La Revanche de Freddy un an plus tard, consolidant ainsi le succès de l'entreprise. Someone is coming back to Elm Street. He is not patient. A Nightmare on Elm Street, Part 2. Mais c'est en 1987, lorsque Freddy 3 Les Griffes du Cauchemar remporte contre toute attente un succès massif avec 45 millions de dollars de recettes, que New Line prend véritablement son essor et commence à s'intéresser à d'autres franchises. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a une grande rétrospective sur toute la saga Freddy sur cette chaîne, n'hésitez pas à aller la voir. Et ça tombe bien, la franchise Massacre à la tronçonneuse est devenue un fardeau pour Cannon. La New Line rachète donc les droits et lance la production d'un troisième film en espérant avoir une nouvelle poule aux œufs d'or. Le vice-président de la compagnie, Michael DeLuca, a une vision claire pour ce projet. Après avoir brièvement envisagé de collaborer avec Toby Hooper et Kim Henkel, il engage finalement David Shaw, un auteur reconnu pour ses récits violents. L'idée dans tout ça est de retrouver l'ambiance du premier opus. Une petite bande-annonce est rapidement tournée pour annoncer le projet. Leatherface, Texas Chainsaw Massacre 3. Petite anecdote concernant l'extrait que vous venez de voir, Leatherface est joué par Ken Hodder. Pour être plus précis, c'est tout simplement le mec qui joue Jason Voorhees dans la saga Vendredi 13 entre 1988 et 2002. En janvier 1989, l'auteur commence à écrire le scénario avec l'intention de repousser les limites encore plus loin. DeLuca a déjà prévu 2 suites supplémentaires, mais le long métrage n'a pas encore de réalisateur, bien que le tournage soit programmé pour juin. Cela peut sembler surprenant, mais c'est une pratique courante dans les studios. Plus le réalisateur est engagé tard, plus la production conserve le contrôle du projet. Mais la production déraille complètement. En mai 1989, c'est la panique. Le film n'a toujours pas de réalisateur. Après avoir contacté plusieurs candidats dont Peter Jackson, c'est finalement Jonathan Betuel, qui avait travaillé sur la série Les Cauchemars de Freddy, qui obtient le poste. Mais le premier jet du scénario de David Shaw, particulièrement glauque et violent, choque DeLuca. Le script, qui inclut des références à Disney dans les noms des personnages, dépasse les limites de ce que le studio est prêt à accepter. Il est donc décidé de tout réécrire en urgence. Malgré les tentatives de réajustement, le scénariste parvient à conserver certains éléments controversés, comme un enfant meurtrier. Hold Sally. Finalement, Jonathan abandonne le projet et Jeff Burr, engagé en urgence à la mi-juin, se retrouve lui aussi à devoir modifier certaines parties du script. Le long métrage suit toujours des voyageurs perdus au Texas confrontés au clan Sawyer, dont la famille est désormais composée de nouveaux personnages. Hey, Junior! Got something special for you. Hank did it. Finalement, l'intrigue suit Michelle et Ryan qui traversent le Texas pour rejoindre la Floride. En chemin, ils s'arrêtent à une station-service où ils rencontrent des personnages inquiétants avant de tomber en panne sur une route déserte. En cherchant de l'aide, ils tombent sur une famille dégénérée dont le célèbre Leatherface. Le film met également en scène un ancien militaire, Benny, qui tente d'aider les protagonistes. Tandis que Leatherface reste le tueur impitoyable, la dynamique familiale des Sawyer évolue avec de nouveaux membres plus cruels. Comme d'habitude, le tournage devient un véritable chaos avec 6 semaines de prise de vue qui se passent principalement la nuit, de nombreuses réécritures, un incendie de forêt, le renvoi temporaire du réalisateur et des effets spéciaux réalisés à la va-vite sur place. Jeff lutte comme il peut pour faire avancer le projet, tandis que Bob Shaye surveille les rushs de très près. Lorsqu'il s'attache à un personnage récemment tué, il exige sa résurrection, ajoutant ainsi un happy end surréaliste.
Et comme si ça ne suffisait pas, le film est sévèrement censuré lors de son passage devant la MPAA. Malgré les efforts pour adoucir certaines scènes, la New Line Cinema ne sécurise pas le négatif original, ce qui signifie que les coupes sont effectuées directement sur le matériau de base. En conséquence, la possibilité de restaurer une version complète du film est définitivement perdue. Lorsque le metteur en scène découvre la version finale, il demande que son nom soit retiré du générique, mais Michael DeLuca refuse de répondre à sa demande. Laserface sort le 12 janvier 1990 et ne rapporte que 5 millions de dollars. La réception critique est désastreuse. Alors que la New Line voulait lancer une nouvelle franchise en sortant de nouveaux épisodes chaque année comme avec Freddy, le flop est monumental. Un problème majeur était les nombreuses modifications et censures que le film a subies pour obtenir une classification R. Des scènes graphiques ont été charcutées, ce qui a complètement dilué l'impact des moments de tension et de violence, un aspect qui avait pourtant fait la force des films d'horreur de cette époque. Certaines critiques ont ainsi souligné que le film semblait incomplet et incohérent, la censure ayant altéré le montage final et sans l'autorisation du réalisateur encore une fois. Les critiques ont jugé le scénario assez faible, reprochant une répétition de la formule des précédents films sans véritable innovation. L'intrigue a été perçue comme linéaire et peu surprenante, avec des personnages jugés stéréotypés et moins développés. Seul point positif, Ken Foree, qui incarne Benny, a été salué pour sa performance. Du côté des fans, ils sont plutôt divisés. Certains ont apprécié le retour à une atmosphère plus sérieuse après le ton décalé du deuxième opus, mais d'autres ont estimé que le film ne parvenait pas à capturer l'essence qui avait fait du premier Massacre à la tronçonneuse une œuvre culte. Ce nouvel échec s'avère être une belle opportunité pour Robert Cohn, l'avocat qui avait investi 9 000 $ dans le premier film. En effet, il souhaite depuis quelque temps relancer la franchise avec Kim Henkel, le scénariste du premier volet, pour toucher encore quelques sous. Leur idée est de reproduire la méthode utilisée en 1973, produire à bas coût, puis chercher un studio pour le marketing et la distribution. Mais Cohn n'a produit qu'un seul thriller en 1983 et Henkel a une expérience limitée en réalisation, n'ayant dirigé que quelques scènes du film original. Ça part plutôt mal, mais Henkel est quand même engagé pour réaliser le film. Cette fois-ci, l'histoire se déroule lors d'un bal de fin d'année. 4 adolescents débiles se perdent en voiture après avoir quitté la fête et finissent par avoir un accident sur une route isolée. C'est à ce moment-là qu'ils rencontrent alors Wilmer, un homme dangereux et violent. Il se révèle être un membre d'une nouvelle famille de psychopathes, comprenant également Laserface, qu'on découvre ici encore plus excentrique et efféminé dans cette version. Les adolescents se retrouvent pris au piège dans la maison des tueurs où ils subissent diverses tortures. Au fur et à mesure que l'intrigue avance, le film prend une tournure encore plus étrange, avec la révélation que la famille Sawyer pourrait être liée à une mystérieuse organisation secrète qui manipule les événements pour semer le chaos. Dans une interview, Kim Henkel a confirmé que la base de cette intrigue secondaire était influencée par les théories entourant les Illuminati. Le tournage se déroule à proximité du lieu original de la première production. Évidemment, rien ne se passe comme prévu et personne n'est vraiment motivé. Marilyn Burns fait une petite apparition à la fin, toujours dans le rôle de Sally en tant que patiente dans un hôpital. Sinon, pas grand chose à dire par rapport à ce film. Enfin, si, on peut noter la présence de Matthew McConaughey et Renée Zellweger. C'était un très petit budget, donc nous partagions tous un petit camping-car qui appartenait au producteur du film. Le maquillage se faisait sur les sièges avant, il y avait une table au milieu pour les cheveux et un tout petit rideau près de la salle de bain. C'était là que vous mettiez votre robe de bal et votre fleur. C'était ridicule. Je suis sûre que rien de tout cela n'était légal. Tout ce que nous avons fait était un peu dangereux. Mais quelle expérience! En octobre 1995, TriStar Pictures a acquis les droits de distribution vidéo pour 1,3 million de dollars. Dans le cadre de cet accord, le studio s'est également engagé à distribuer le film en salle avec un investissement de 500 000 $ pour les copies et la publicité. TriStar a également procédé à un changement de titre, rebaptisant le long métrage Massacre à la tronçonneuse, la nouvelle génération, et a remonté le film, supprimant un total de 7 minutes. Le film est sorti dans 20 villes américaines le 29 août 1997 et a rapporté en tout 185 000 $. Très critiqué, ce quatrième volet a quand même été salué pour son auto-parodie acerbe du film original. De plus, Justin Yandel, de Bloody Disgusting, interprète le film comme une réinvention du premier volet. Il cite par exemple l'inefficacité de Leatherface à éliminer ses victimes, ainsi que les personnages comme preuve que le film est un commentaire sur le déclin des films d'horreur à la fin des années 80 et au début des années 90. Il dit même ceci: Leatherface, autrefois efficace, méthodique et presque silencieux, peine désormais à capturer ou à tuer ses victimes avec compétence, tout en hurlant comme un enfant capricieux. La famille, qui n'est plus cannibale, se contente de pizza. La scène du dîner, autrefois l'une des plus efficaces et horribles jamais filmées, déraille au point que Jenny finit par retourner la situation contre les ravisseurs et réprimande même Leatherface.
You sit the fuck down! Shut up! Un autre élément souligné par les critiques et les spécialistes, c'est le travestissement du tueur. Toujours selon Henkel, il a écrit le personnage comme quelqu'un qui assume la personnalité de la personne dont il porte le visage. Bref, avec autant d'échecs, il est temps que la franchise se repose. Non. 6 ans plus tard, plus précisément le 5 décembre 2001, la toute nouvelle société de Michael Bay, Platinum Dunes, a annoncé le projet d'un remake. Les premières informations indiquaient que l'histoire serait racontée à travers des flashbacks, avec l'actrice Marilyn Burns qui jouait dans le film original, reprenant son rôle de Sally. Encore une fois au début de la production, Tobe Hooper et Kim Henkel travaillaient sur un scénario pour le film, mais ils n'étaient pas certains à l'époque que leur script serait utilisé. Et en 2002, il a été annoncé que Marcus Nispel réaliserait le film. Le scénario a été écrit par Scott Kozar, qui signera ensuite les scénarios du Machiniste et du remake d'Amityville. Brutal, sanglant et moderne, cette nouvelle version attire beaucoup de monde dans les salles. Avec un budget de 9 millions de dollars, le box-office atteint les 107 millions. Après ce beau succès, la production d'un préquel est rapidement envisagée. Trop occupé, Scott Kozar est remplacé par Sheldon Turner, qui avait apparemment travaillé lui aussi sur le remake d'Amityville. Sorti en octobre 2006, le préquel rapportera plus de 50 millions de dollars pour un budget de 16 millions. En janvier 2007, les dirigeants de Platinum Dunes annoncent que la société ne produira pas de troisième film. Twisted Pictures et Lionsgate révèlent en 2009 qu'ils tentent d'acquérir les droits de la franchise, avec Twisted Pictures en tant que producteur et Lionsgate comme distributeur. L'objectif est de créer une nouvelle trilogie avec Jess Wan à la réalisation du premier volet et Tobe Hooper pour le second. Finalement, c'est en mai 2011 que Lionsgate annonce son partenariat avec Millennium Films pour produire un nouvel opus. Cette fois-ci, toutes les suites précédentes sont oubliées. L'histoire reprend là où le film de Tobe Hooper se termine. La police locale arrive pour arrêter la famille cannibale, mais la situation dégénère rapidement. Une foule de villageois armés met le feu à la maison des Sawyer, tuant presque toute la famille, sauf un bébé, secrètement recueilli par l'un des villageois. Des années plus tard, cet enfant a grandi sans connaître ses véritables origines. Un jour, elle reçoit une lettre l'informant qu'elle a hérité d'une propriété au Texas de la part d'une grand-mère qu'elle ne connaissait pas. Accompagnée de ses amis, Heather se rend dans la maison en question. Sur place, il découvre un manoir imposant, mais ignore qu'un survivant de la famille Sawyer vit encore dans la cave, Leatherface. Lorsque ses amis explorent la maison, il libère accidentellement ce dernier qui commence à les pourchasser avec sa tronçonneuse. Au fur et à mesure que l'histoire avance, Heather découvre la vérité sur ses origines. Elle se retrouve alors déchirée entre son désir de vengeance pour sa famille biologique et la terreur qu'inspire Leatherface qui se révèle être son cousin. Sous le titre provisoire Leatherface 3D, le tournage principal s'est déroulé en Louisiane entre juin et août 2011. Gunnar Hansen et Marilyn Burns font tous les deux une petite apparition dans le film. Réalisé avec un budget de production de 20 millions de dollars, le long métrage en a récolté 47 millions lors de sa sortie en janvier 2013. 5 ans plus tard, un nouveau préquel intitulé Leatherface voit le jour, réalisé par deux Français, Julien Maury et Alexandre Bustillo, qui explore les origines du célèbre tueur. Suite à une sortie en salle très limitée, ce 8e volet ne rapporte qu'1,5 million de dollars. À partir de décembre 2017, Lionsgate et Millennium Films perdent les droits de la franchise. C'est donc Legendary Pictures qui les récupère en 2018 et lance dans la foulée la production d'un 9e opus. L'année suivante, Fede Alvarez, connu pour son remake d'Evil Dead, rejoint le projet en tant que producteur. Annoncé comme une suite directe au film original, encore, présentant un Leatherface âgé de 60 ans cette fois-ci, le projet surfe ouvertement sur le succès des derniers Halloween qui mettent en scène un Michael Myers vieillissant. Alors qu'elle était prévue en salle en 2021, cette énième suite est finalement diffusée sur Netflix. Le film a été largement critiqué pour son manque d'originalité et pour ne pas avoir su capitaliser sur l'héritage du premier opus. Beaucoup ont reproché au scénario de ne pas offrir une histoire captivante, le qualifiant de trop basique et prévisible. Certains critiques ont estimé que le long métrage tentait maladroitement de s'inscrire dans l'air du temps sans que cela ne soit vraiment approfondi. Cette tentative d'ajouter des commentaires sociaux a été jugée superficielle et mal intégrée à l'intrigue principale. Par contre, le retour de Leatherface a été globalement bien accueilli par une partie du public. Les scènes de massacre, brutales et graphiques, ont trouvé un écho auprès des amateurs de gore. Toutefois, si les séquences d'horreur ont été saluées pour leur intensité, certaines personnes ont regretté qu'elles soient purement gratuites, sans la tension psychologique qui caractérisait le film original. L'absence d'une véritable atmosphère d'angoisse, si importante dans l'œuvre de Tobe Hooper, a été l'un des principaux points soulevés par les détracteurs.
La plupart des critiques ont également pointé du doigt le traitement des personnages. Ils ont été jugés peu développés, voire carrément antipathiques. Le retour de Sally a également divisé. Son personnage, désormais transformé en chasseuse de Leatherface, a été comparé à Laurie Strode dans le reboot d'Halloween, mais de manière moins réussie, beaucoup ayant trouvé son rôle sous-utilisé et forcé. En revanche, l'autre partie du public a souligné que le film, bien que loin de l'original en termes de profondeur, remplissait son contrat en offrant un pur divertissement sanglant. Les amateurs de slasher pur et dur ont apprécié l'action non-stop et le rythme effréné du film. Le massacre dans le bus en particulier est devenu l'une des scènes emblématiques du long métrage pour sa brutalité et son aspect over the top. En termes d'audience, ce massacre à la tronçonneuse a été un carton. Peu de temps après, un 10e opus est annoncé. Même si Massacre à la tronçonneuse reste une œuvre emblématique du cinéma d'horreur marquée par l'impact indélébile de son premier opus, il faut reconnaître que la franchise ne vole pas très haut. Non mais sans faire de jeu de mots, c'est vraiment un massacre. Si encore les premières suites cherchaient à exploiter l'essence brutale et perturbante du film original, elles se sont souvent heurtées à des scénarios incohérents et une surenchère de violence gratuite. Les tentatives plus récentes de reboot et de remake, bien que techniquement plus sophistiquées, n'ont souvent pas réussi à capturer l'âme subversive et transgressive qui avait fait la force du premier film, se contentant d'offrir des produits formatés pour un public de masse. Quand je vois le résultat, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est complètement absurde. Mais nous sommes habitués maintenant. La saga est devenue le reflet de ce que beaucoup de franchises d'horreur subissent après plusieurs décennies. Marilyn Burns s'est gravement coupée lorsqu'elle a tourné la scène où elle est poursuivie dans les bois. Une grande partie du sang qu'on peut apercevoir sur son corps est réelle. Le titre original de Massacre à la tronçonneuse n'a été choisi que quelques semaines avant la sortie américaine en octobre 1974. L'acteur Gunnar Hansen a utilisé une vraie tronçonneuse durant le tournage. De son propre aveu, Tobe Hooper a choisi la tronçonneuse comme arme car il trouvait que le bruit de cette machine était plus terrifiant que n'importe quelle musique qui aurait pu accompagner les meurtres. L'homme que l'on peut entendre en début de film s'appelle John LaRoquette. Il a affirmé avoir été payé en nature pour ses fonctions de narrateur. Pour le remercier de ses services, le réalisateur lui aurait offert un joint. L'interprète de Leatherface ne voyait quasiment rien quand il portait les masques. Lorsqu'il se déplaçait, il n'était pas rare de voir l'acteur se cogner ou se prendre une porte. Le cadavre qu'on peut voir sur l'affiche du deuxième opus est celui de l'autostoppeur qui est apparu dans le premier long métrage. Caroline Williams, qui joue le rôle de l'animatrice de radio dans le 2, reprend son rôle pour un petit caméo en tant que journaliste dans le 3. Le réalisateur Jeff Burr tenait vraiment à montrer l'évolution de ce personnage après ses mésaventures. Après avoir terminé ses études, Matthew McConaughey s'apprêtait à déménager en Californie lorsqu'il auditionna pour un rôle dans le 4e film. A l'origine, il visait le rôle d'un jeune motard qui sauve Jenny à la fin et part avec elle vers un coucher de soleil. Mais ce personnage fut finalement supprimé du script. Juste avant de partir, Kim Henkel lui demanda s'il connaissait quelqu'un qui pourrait convenir pour le rôle du méchant Wilmer. McConaughey proposa 2 amis de son cours de théâtre, puis quitta les lieux. Mais alors qu'il s'apprêtait à monter dans son camion pour partir en Californie, il fit immédiatement demi-tour et demanda à Henkel s'il pouvait auditionner pour le rôle de Wilmer. Henkel lui tendit alors une cuillère en lui disant de faire semblant que c'était un couteau et de terrifier sa secrétaire. Il fut tellement convaincant qu'il décrocha le rôle de Wilmer sur le champ. John LaRoquette a en tout été le narrateur dans 3 opus. Tout d'abord le premier, ensuite le remake de 2003 et pour finir celui de 2022. Et voilà, c'est tout pour Massacre à la tronçonneuse. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve très vite pour de nouvelles rétrospectives. En attendant, n'oubliez pas de commenter, liker et à vous abonner.